Bonjour à tous. Le saviez-vous, Napoléon s'est intéressé aux langues régionales en lançant dans les années 1800 une très grande enquête auprès de tous les préfets de France pour connaître les idiomes parlés dans son vaste empire. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues à partir d'un livre de René Merle qui s'appelle Vision de l'idiome natal à travers l'enquête impériale sur les patois, c'était le terme de l'époque, 1807-1812. Alors, René Merle s'est intéressé au vaste tiers sud de la France où on parle en hoc, mais ce qu'il dit est valable sans doute partout. Que doit-on retenir de cette enquête napoléonienne assez peu connue? Finalement, deux choses principales. Premièrement, le pays, la France, était encore à l'époque un pays profondément multilingue. Je le dis souvent, la France n'a jamais été un pays monolingue, si ce n'est depuis 50 à 100 ans. La France est profondément un pays multilingue et on l'observe dans tous les rapports de tous les préfets. Deuxièmement, la francisation progresse, mais elle progresse doucement et pas partout. Ceux qui se mettent à parler français à l'époque, ce sont essentiellement les bourgeois, les notables, les soldats aussi qui sont engagés dans l'armée, ils sont très nombreux, vous le savez, au temps de Napoléon. Voilà les personnes qui se mettent à parler français, mais attention, souvent elles sont bilingues. En réalité, elles sont capables de parler français, mais elles parlent surtout en oc dans la région concernée. Elles sont d'ailleurs plus à l'aise en oc qu'en français. La francisation est lente. Mais ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'est d'observer le discours que tiennent les locuteurs de l'oc sur leur propre langue. Parce que les enquêteurs qui sont chargés de ce travail par les préfets sont des très bons locuteurs des langues d'oc, évidemment, pour pouvoir parler avec les personnes qu'elles interrogent. Or, elles ont un discours négatif sur leur propre langue. Je vous prends un seul exemple, celui des Hautes-Alpes, et voilà ce que l'on trouve dans l'enquête sur les Hautes-Alpes. La personne qui écrit le rapport dit, bon, elle veut bien admettre que la langue provençale n'est point dépourvue d'intérêt. Elle a été, à certaines époques, une langue supérieure à toutes celles que l'on parlait dans les Gaules. Elle a de la clarté, de l'élégance, une certaine harmonie. Les rois même l'admiraient dans leur cour. Très bien. Et pourtant, qu'en déduit-il? Eh bien, il est nécessaire qu'elle cède désormais la place à la langue française, qui par sa clarté, sa douceur, son harmonie, sa noblesse, doit faire oublier tous les jargons restes d'un temps de barbarie et d'ignorance. Voilà. Rien n'est démontré là-dedans, ni le prestige, ni l'harmonie de l'occitan de jadis, ni l'harmonie de la langue française d'aujourd'hui, mais voilà un peu l'idée de l'époque. Et ça, c'est important de comprendre, puisque on sait que l'attitude des élites vis-à-vis de leur propre langue est un facteur qui aide ou qui n'aide pas à la survie des langues minorisées, une fois qu'elles ne sont plus langues officielles d'un État. Et malheureusement, c'est ce qu'il s'est passé ici, dans les zones occitanophones, et j'imagine un peu partout ailleurs. Les bourgeoisies, les élites ont été les premières à trahir, entre guillemets, leur langue. Le peuple, lui, leur est resté fidèle, mais le peuple n'a pas le pouvoir et n'a pas pu faire grand-chose. Voilà, plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information, sur le bout des langues. Pour la recevoir, elle est gratuite. Vous allez soit sur un site, un moteur de recherche, soit sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse internet et vous la recevez automatiquement, gratuitement et sans publicité, chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.